à tous et quel plaisir de vous retrouver ici au cœur de l'incubateur Partners by Servier Biolabs. Vous êtes bien dans Blues et Blazer, l'émission où le soin rencontre la stratégie. Pour celles et ceux qui découvrent l'émission, c'est un format pensé pour créer un vrai échange entre deux univers qui se rencontrent rarement. Le terrain du soin au plus près des patients et celui des entreprises qui conçoivent, financent et déploient les innovations en santé. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi central que sensible. Lever des fonds quand on est une start-up en santé. Alors c'est vrai, c'est souvent le passage obligé pour passer de l'idée au prototype, puis du prototype à l'industrialisation. Mais soyons honnêtes, cet exercice devient un véritable parcours du combattant. Pour éclairer ce sujet, il fait trembler bien des fondateurs, vous le verrez sur le plateau. Nous avons la chance d'accueillir trois invités exceptionnels. On commence tout d'abord par Hélène Beaugrand. Enchantée. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Très bien, merci. Hélène, avant de vous présenter, j'aimerais bien commencer par une petite anecdote que vous avez à nous raconter. Alors apparemment, si je vous dis moto, si je vous dis urgence, est-ce que ça commence à nous parler? Vous lisez dans mes pensées? Exactement. Une petite anecdote, il y a pas mal d'années maintenant, j'étais pas bien un soir, je vais aux urgences à moto et après diagnostic, je dois dire, je me suis fait pas mal engueuler par, le médecin puisqu'il m'a dit: «Bah, vous auriez pas dû venir comme ça parce que vous avez une appendicite aiguë». Donc c'est pas du tout le moyen de transport adéquat. D'accord. Et comment vous avez fait sur la moto avec une douleur aussi forte? Comment vous êtes senti sur la moto? J'essaie de motiver pour rencontrer la Ouais, médecine ouais, dès motivé, cet hein. âge-là. Que vous êtes déjà arrivé, vous? Emmanuel, Stéphane, Emmanuel aussi, qu'on présentera dans un instant. Jamais? Que des choses comme ça, non, Non? jamais. Bon, de toute manière, j'ai des anecdotes pour tout le monde, hein, vous passerez aussi, entre mes mains. Hélène, vous êtes cofondatrice de Scale Forest. Est-ce que en 2 mots très rapides? Alors, nous sommes un cabinet qui est spécialisé en santé digitale et nous accompagnons les entreprises dans plusieurs phases de maturité, trouver leur stratégie, financer leur stratégie ou implémenter leur stratégie. Et de la même façon, nous accompagnons aussi les fonds d'investissement dans leur recherche de cibles quand ils cherchent à investir en santé digitale. Hélène, merci beaucoup. Restez avec nous, pour, toute cette émission. On reviendra avec, des questions qui vous concernent, de A à Z. On continue avec notre deuxième invité, Stéphane Boissel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, CEO de Sparring Vision. Ici, vous êtes aussi résident, de chez Partners. Stéphane aussi, donc Hélène d'abord, vous ensuite. Vous avez aussi une petite anecdote différente, mais toujours avec une morale assez, importante. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? En 2 mots, vous avez si je là, on parle de leçons de vie, négociation, deal. Oui, ouais, c'est en relation au sujet du jour. C'était dans le cadre de discussions sur un accord de licence. On faisait une sorte d'enchère et à la fin des enchères, c'était un vendredi soir, le mieux-disant n'était pas notre, licencié préféré. Et donc durant le week-end, le dimanche, je l'ai appelé en disant que on va faire un dernier petit effort si, il voulait remporter l'enchère, sachant qu'il m'avait dit le vendredi soir qu'il irait pas plus loin. Et le lundi matin, j'arrive à mon bureau et l'enchère était augmentée de plus de 50 et en l'occurrence, c'était beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Et donc il a remporté l'enchère. Donc le mieux-disant a fini par remporter l'enchère parce qu'on lui a demandé le dimanche alors qu'il nous avait dit le vendredi qu'il pourrait pas. Et donc la leçon que j'en ai tirée, c'est que, bon, c'est enfoncer une porte ouverte, mais il y a toujours du bluff dans une négociation. Et la deuxième, c'est qu'il faut toujours demander parce que si on ne demande pas, on n'a pas tout. Vous avez pas de toute manière, on reviendra sur, rapidement sur, votre parcours et aussi, votre figure de bon élève, hein, mais vous verrez, j'ai quelques questions intéressantes pour vous. On finit ce petit tour de table par une seconde Emmanuelle parce que oui, nous avons aussi une Emmanuelle qui est notre chroniqueuse. Vous la connaissez peut-être, mais on la présentera dans quelques instants. Emmanuelle Soufir-Santos, bonjour. Bonjour. Emmanuelle, vous êtes CEO de Pelvinity. Pelvinity, qu'est-ce que c'est? Alors, Pelvinity, c'est un produit. Moi, je suis la CEO d'Erapreg, qui est la marque, en fait, qui, commercialise, différents dispositifs et donc, Pelvinity, c'est un dispositif de compression que j'ai développé pour, soulager les sensations de pression et de pesanteur que de nombreuses femmes ressentent au niveau de la sphère, gynécologique, pour leur permettre de retrouver, en fait, une vie active et de soulager concrètement leurs douleurs. Vous avez vécu une mésaventure, il me semble, avec un laboratoire. On ne citera pas bien évidemment, mais en tout cas, on sait d'ores et déjà que ce n'est pas Partners Biolabs ou Servier. Est-ce que vous pouvez un petit peu, pour nos téléspectateurs et nos invités, nous expliquer ce qui s'est passé avec ce laboratoire qui quand même a une morale intéressante pour vous, mais qui vous a quand même touché émotionnellement, il me semble, hein?
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, je m'en suis remise, mais en fait, voilà, j'avais d'abord, négocié un deal, sous forme d'un partenariat avec un laboratoire, et dans ce deal, il n'était pas prévu qu'ils prennent, 2 parts au capital, mais on avait négocié plutôt un accord sur la distribution et sur une exclusivité de distribution et le jour, de la concrétisation de cet accord, en présence de mon avocat et de leur, consultant, j'ai découvert qu'ils voulaient 51 de l'entreprise, pour le montant qui avait été, déjà avancé. Et votre première réaction quand vous avez appris ça en arrivant, J'ai pensé avoir mal entendu et puis non, non, on s'est regardé avec mon avocat, on avait bien compris. En fait, la discussion s'est coupée, très vite, parce que j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. 51 pourquoi pas, mais en tout cas pas au montant qui avait été, évoqué au départ parce que, c'était pas un montant qui était très élevé puisqu'à la base, c'était juste un contrat d'exclusivité, de commercialisation On reparlera justement de votre état d'esprit, par rapport à votre rôle à la fois de chef d'entreprise, mais aussi, en recherche, de financement ou non. Vous en direz un petit peu plus et effectivement de remettre en parallèle avec d'autres états d'esprit qu'on a sur le plateau, notamment, Stéphane. On discutera de tout ça, dans quelques instants. Et pour lancer cette discussion, impossible de ne pas faire appel à Emmanuelle Pierga, notre chroniqueuse. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes présidente de Tandem Comme Santé qui accompagne des startups en santé dans leur communication, que ce soit opérationnelle et stratégique. Mais aussi, vous avez une casquette très importante. Ici, on a 2 personnes qui sont concernées par ce sujet. Vous êtes déléguée régionale du collectif Femmes de Santé. En 2 mots, quel est l'objectif de ce collectif? Alors, ce collectif couvre à peu près 3000, près de 3000 membres, hein. On est très fiers de ce nombre, un peu partout en France, d'hommes compris. Et on a 3 objectifs, 3 piliers. Le premier, c'est l'égalité homme-femme dans le secteur de la santé. Le deuxième, c'est la prise de conscience de la spécificité de la femme. Et le troisième, qui est le petit dernier, c'est l'impact de l'environnement sur la santé de la femme qu'on traitera l'année prochaine. On invite justement, toutes les personnes, femmes ou hommes, parce que oui, les hommes peuvent être femmes de santé, j'en suis la preuve et on en avait, discuté hors plateau la dernière fois. Mais, vous pouvez vous aussi devenir, femme de santé en étant un homme et vous pouvez contacter Emmanuel Piergas sur les réseaux sociaux. On est parti pour 45 minutes d'émission. Emmanuel ouvre le bal avec sa chronique Le Diagnostic. Emmanuel, de quoi on parle aujourd'hui? Dites-nous tout. Alors aujourd'hui, on parle levée de fonds. Pour les non spécialistes en finance, qu'est-ce qu'une levée de fonds? Une levée de fonds est une opération par laquelle une start-up fait entrer des investisseurs dans un capital pour obtenir de l'argent en échange d'une part de propriété de l'entreprise. Concrètement, la start-up émet de nouvelles parts sociales ou actions. Des investisseurs, alors il y a différents types d'investisseurs, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y en avait Business Angel, le fonds capital risque, le family office, voilà, ils se succèdent aux différentes étapes du développement de la start-up. L'argent récolté sert à financer la croissance. Alors, généralement, c'est créer des postes, il y a aussi le développement de produits. L'internationalisation est aussi un grand classique pour lever des fonds. Combien faut-il lever? Alors, les montants et la catégorie des investisseurs dépendent de l'étape où se trouve la start-up. Par exemple, lorsqu'elle est à son démarrage et qu'il faut bien avancer, les tout premiers investisseurs restent ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire la famille, les amis, la vieille tante qui a caché des sous sous son matelas, enfin, tous les gens qui vous aiment et qui veulent vous donner de l'argent. Généralement, ça va pas au-dessus de 100 000 €, 50 000, 100 000 €. En revanche, lorsque la start-up est au stade de l'alimentation de sa croissance, alors là, elle peut s'adresser à un fonds de capital risque pour un montant, allez, on va dire de 1 10 millions, plus peut-être. La levée de fonds est un processus en revanche long et exigeant. Il faut rédiger un modèle économique qui tient la route, ça c'est très important. C'est là-dessus que la start-up va être jugée en priorité, avec ce que les spécialistes appellent un pitch deck, une vraie présentation de fonds. Ensuite, il faut trouver et rencontrer les investisseurs, se prêter à un audit approfondi où tout sera vérifié de fond en comble, c'est ce qu'on appelle la due diligence. Et puis, si vous faites partie des heureux élus, on passe au closing. Il y a un pacte d'actionnaires qui est signé, les fonds sont transférés
et la part du fondateur se dilue. Alors pas forcément, la minorité comme l'a vécu, Emmanuel, mais une petite part. Il perd une partie de sa société au profit des investisseurs. Il faut garder à l'esprit que c'est un processus long et exigeant. En moyenne, 4 à 9 mois d'examen jusqu'à à la libération des parts, hein, jusqu'à la vente des parts et qui n'est pas toujours nécessaire. Alors ça, c'est important. Toutes les startups ne choisissent pas la levée de fonds. Il y en a certaines qui, préfèrent l'autofinancement ou tout simplement le prêt des banques. Merci Emmanuel pour cette introduction. Alors, Emmanuel, on voit que c'est pas simplement une formalité, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hélène, Emmanuel, Stéphane. On n'est pas simplement dans une formalité quand on parle de levée de fonds, hein. Il y a quelque chose, un contexte à prendre en compte, aussi les personnalités de chefs d'entreprise. Hélène, vous en pensez quoi rapidement? Bah, effectivement, que chaque, entreprise a un niveau de maturité, chaque entreprise a une histoire, des personnalités et de la même façon, côté fonds d'investissement, ils ont aussi des façons différentes d'aborder leurs investissements. Donc un investissement, c'est pas que de l'argent, c'est une relation long terme qui a plusieurs critères. Bon, de toute manière, hein, on voit que c'est un contexte de plus en plus tendu, on va en parler, et on va se poser la question de comment avancer, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut encore faire la différence? On en parle tout de suite dans notre rubrique Face au réel. Hélène, je vais revenir encore, vers vous. Vous allez, démarrer avec moi, pour une première question. Alors, avec votre expérience, d'accompagnement stratégique et opérationnel, des entreprises, est-ce que vous partagez ce sentiment, d'un financement, de plus en plus, tendu? Est-ce que c'est vraiment difficile aujourd'hui, par rapport à 2020-2021 ou même avant covid, de lever des fonds, d'avoir une réflexion stratégique, comme, les chiffres aujourd'hui, le laissent penser? Bah, tout à fait, Mathieu, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. C'est très net sur le marché, et pour, bien comprendre la situation, en fait, c'est intéressant de comprendre dans quel état d'esprit sont les fonds aujourd'hui. Un fonds d'investissement, c'est une organisation qui gère des poches d'argent qui s'appellent des véhicules et ils sont reçus ces poches d'argent de la part de financeurs, des fonds de fonds. Quand ces fonds ont reçu cet argent, ils se sont engagés sur un certain nombre de critères. Ils ont donc une thèse d'investissement qui va comprendre, par exemple, dans quelle géographie sont les entreprises, à quelle phase de maturité, est-ce qu'elles sont avant commercialisation, post-commercialisation, quels sont leurs secteurs d'activité. Et donc, ils ont cet impératif de coller à ces critères. Donc on peut dire qu'on est dans une nouvelle mécanique de financement, par rapport à voilà, de s'adapter à un nouveau marché qui aujourd'hui est quand même relativement en crise. Alors, la mécanique existe depuis un moment. Néanmoins, les critères qu'ils vont recevoir sont peut-être plus exigeants qu'avant et probablement beaucoup plus exigeants qu'avant. Ce qui veut dire que si les bons projets sont toujours financés, il y a un degré d'exigence plus important. En fait, il faut, je pense que alors vous allez peut-être me contredire, mais ou pas, hein, tout simplement. Est-ce que ça oblige les startups aujourd'hui à devenir, beaucoup plus structurées quand on arrive, auprès d'un investisseur, d'un leveur de fonds? Oui. Est-ce que voilà, ça nous oblige avant, c'est vrai qu'on a souvent, l'idée, d'une startup un petit peu frivole, qui arrive, avec beaucoup effectivement, d'exigences, hop, 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 pump it up. Mais, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin, encore plus de professionnaliser le chef d'entreprise qui est, à la tête d'une startup? Tout à fait. Le chef d'entreprise a besoin d'être, très préparé à cette, phase qu'Emmanuel a très bien décrite, puisque les critères sont plus exigeants. Déjà, il doit s'adresser au bon fonds. C'est-à-dire que s'il est dans une phase, qu'on appelle early stage, ça veut dire une phase où, il n'a pas encore de commercialisation, il est dans ce qu'on appelle, pré-seed ou seed. Donc il est en train de développer sa solution, de commencer son business. Il doit s'adresser à des fonds, bah, par exemple en santé, on a Kurma, on a, Adebio, on a Elaya, on a, Sofinnova qui font des fonds et plein d'autres qui font des fonds, dédiés à ça. Alors, on parlait d'état d'esprit, justement avant ce direct dans les loges. Sur la question de l'état d'esprit, je vais me tourner cette fois-ci auprès de Stéphane, Boissel. Stéphane, alors apparemment, vous faites figure de bon élève. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que justement, Hélène Cyr qui, effectivement travaille dans ce magnifique lieu, m'a dit que vous étiez bon élève. Pourquoi? Déjà, vous avez fait en 2022 une levée de fonds de 75 millions d'euros.
Alors pourquoi? Pour financer nos développements, hein, c'était une suite logique. Donc on a fait ce qu'on appelle une, série B qui vient après une série A et après ce qu'on appelle du seed et en tout, nous avons levé, 130 millions d'euros en 5 ans. On arrive au bout de la série B, donc il y aura certainement un nouvel événement de financement dans un futur proche et tout simplement, c'était pour, faire avancer notre science, faire avancer nos produits, ce qu'on a fait. Et vous confirmez justement, les propos d'Hélène sur le fait qu'on doit arriver beaucoup plus structuré et pas simplement avec une idée? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Je rajouterais un élément par rapport à ce que Hélène a dit, c'est qu'il y a une notion de coût du capital qui a changé. C'est-à-dire que moi, je reste convaincu que, un très bon projet, même dans une période difficile, trouvera de l'argent. La variable d'ajustement, ça sera, ce qu'on appelle le coût du capital. Donc ça sera plus coûteux ou douloureux en matière de dilution, pour les fondateurs ou les investisseurs historiques. Mais encore une fois, même dans une période très difficile, les bons projets, pas tous, mais les bons projets, généralement se financent. Alors justement, pour un bon projet, est-ce qu'il y a effectivement une question de solidité scientifique, comme vous l'avez dit pour Spine Vision? Est-ce qu'il y a une question aussi de l'importance de l'équipe qui entoure un projet, que ce soit, du biologiste, que ce soit du pharmacien dans certains cas? Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'équipe dans un projet? Est-ce que quelqu'un doit donner le là, une vision pour aussi, performer dans le monde des startups? Voilà, c'est évident et je rajouterais équipe crédible, parce que vous pouvez avoir des équipes qui ne sont pas crédibles. Mais c'est un tout et on va dire, il y a 5-6 éléments. Il y a, comme vous l'avez dit, une science ou une techno et je rajouterais la propriété intellectuelle dans ce 1er, jeu d'éléments. Il y a, un besoin médical, clairement identifié et un marché parce que les investisseurs, si vous avez une belle science, de la belle propriété intellectuelle, mais qu'à la fin, il y a pas de besoin médical ou pas de marché, bah, ils vous donneront pas d'argent. Il y a un plan de développement, un business plan, un pitch, comme le disait, Emmanuel. Il y a bien entendu l'équipe et encore une fois, j'insiste, une équipe, crédible, si possible, qui a déjà fait les choses et qui a ce qu'on appelle un track record. Est-ce que les investisseurs aujourd'hui, portent un regard beaucoup plus affûté sur l'équipe, sur la question des équipes, d'une vision d'entreprise plutôt qu'effectivement, la consolidation d'un projet, d'un prototype? L'investisseur aujourd'hui, Hélène aussi, hein, vous pourrez, me dire votre avis dessus. Est-ce il regarde avec importance l'équipe Mais au-delà du produit? mais bien sûr et qu'on le veuille ou non, on ne prête qu'aux riches, et donc on prête beaucoup, on donne beaucoup d'argent à des gens qui ont déjà eu un succès, et encore plus dans une période difficile. Donc, j'insiste encore une fois, mais la crédibilité de l'équipe, le track record, ce qu'elles ont fait avant, les histoires, auxquelles, les investisseurs peuvent, se connecter, des histoires, qui ont été des réussites, tout ça a de l'importance. Donc quand vous choisissez votre équipe, si vous avez le choix, bien sûr, et si vous avez les moyens de payer votre équipe, parce que les gens qui ont du succès, ils coûtent cher, choisissez des gens qui viennent d'histoires, qui ont été des réussites et qui ont contribué à cette réussite. Il y a un mot, que vous venez de dire, Stéphane, vous avez dit: «On ne prête qu'aux riches». C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des petites sociétés? Ah bah, Ouais. c'est difficile pour elles, mais ce qu'on vit depuis 3-4 ans, c'est assez darwinien quelque part. C'est-à-dire que, en France, on a quand même une fâcheuse tendance à démarrer beaucoup de projets qui peut-être ne devraient pas démarrer non plus et on trouve beaucoup d'argent public ou de fonds, à droite, à gauche pour faire vivre quelques années des projets qui, dans un marché «normal» entre guillemets, ne devraient pas exister. C'est triste Trop à trop de dire. sociétés, en fait, finalement, trop de personnes qui lèvent des fonds, les vannes sont ouvertes, on finance tout le monde sans, réelle structure? Bah, c'est un peu ça. Alors ça devient de plus en plus sélectif. Je vous dis, c'est darwinien depuis À cause de quoi? C'est quoi? Parce qu'il y a un contexte. bah, il y a de moins en moins d'argent, et il y a de moins en moins d'argent public, mais on a comme une belle spécialité en France, c'est de saupoudrer un peu d'argent public un peu partout, territorialement ou sur des projets qui ont pas donc ouais, je vais vous donner un exemple, enfin plutôt une illustration de ce propos. Je concourais pour des fonds européens, on arrive en finale, de la sélection, c'était pour un gros financement. On avait un très beau projet, probablement le meilleur du concours, à ce moment-là et on nous a dit à la fin: «Écoutez, c'est super, mais vous avez déjà trop d'argent, on va pas vous en donner». Bon, bah, ouais, voilà, OK. ça illustre un peu. Alors c'est aussi un peu un problème de riches. Oui, non, mais là, moi, je vous parlais les investisseurs spécialisés ne prêtent qu'aux riches. L'État,
français ou l'Europe ne prêtent pas qu'aux riches. Je pense, là, sur le plateau, on va en venir. Il y a quelqu'un qui, je pense, a un message à dire à ça, parce qu'effectivement, de prêter qu'aux riches, bon, il y a des avantages et des inconvénients, parce qu'il y a aussi des startups qui ont un vrai message à faire passer. Eh ben, on va en revenir sur cette discussion dans une deuxième partie. Emmanuel, alors justement, vous êtes dans une configuration différente, ambitieuse et qui mérite d'être mis en lumière, parce que votre parcours est assez atypique dans le monde de la santé. Vous partez d'un vécu de patiente, vous créez un dispositif répondant à un besoin très concret, qui sont aussi, c'est un prototype, enfin, on est même plus sur un prototype, on est sur un dispositif validé avec des sages-femmes et des gynécologues. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, le durcissement du financement, aussi peut-être commenter certains propos de Stéphane, où votre modèle, alors voilà, vous donne une lecture différente du marché et aussi, encore une fois, une question d'état d'esprit? Alors oui, moi, ma start-up est vraiment totalement différente, de celle de Stéphane. C'est important d'ailleurs justement de bien catégoriser, pour que les startups puissent se reconnaître dans un modèle puisque, il y a la biotech, il y a medtech, et on n'a pas du tout les mêmes enjeux et on démarre pas tous de la même manière. Donc il y en a qui ont déjà des preuves de concept, d'autres qui n'en ont pas et qui ont besoin de lever pour avoir des preuves de concept. Bon, moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà une preuve de concept et j'avais déjà la validation des professionnels de santé et cetera. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché que c'était difficile. Difficile parce que je pense que lorsqu'on a, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, de la love money ou vraiment un petit fonds déjà au départ, un petit capital au départ pour justement, supporter, cette levée de fonds qui va être, longue, c'est beaucoup plus confortable et c'était pas mon cas. Moi, j'ai démarré avec un prêt de 20 000 €. Donc 20 000 €, c'était, la construction du site internet et la fabrication du stock. Et après, bah, à chaque fois, c'est que de l'autofinancement en fonction du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez aussi envie d'être financé, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est pas dans votre état? J'avais démarré une levée de fonds au début de l'année 2025, mais j'étais pas assez mature parce que sur le plan réglementaire, il manquait des validations. On vous a dit, vous? Ou est-ce que Non, c'est ce que j'ai ouais, constaté, en fait, et c'était tout à fait, ça, c'était entendable, hein. Donc j'ai interrompu, cette levée. Je me suis mise en phase, réglementaire, donc enfin, il y a plein de choses qui ont, avancé. J'ai des médecins qui m'ont rejoint au capital, donc pour moi, ça allait apporter justement une solidité, pour entamer justement une vraie levée cette fois et malgré tout, c'est quand même compliqué. OK. Et Stéphane, justement, alors, comme on se le disait, alors là, on est dans 2 configurations différentes. On est vraiment, on peut dire, dans 2 mondes différents. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut-être pour, certaines, chefs d'entreprise et certains chefs d'entreprise, changent de mentalité? Est-ce qu'il y a des gens qui sont, bah, plus favorisés que d'autres, non pas vis-à-vis d'un investisseur, mais, dans un contexte? Parce qu'effectivement, vous évoluez dans 2 secteurs d'activité différents. Est-ce que vous vous sentez pas un peu privilégié dans le monde des levées? Ah non, je vous assure, mon quotidien, c'est pas un quotidien de personnes privilégiées, mais on est dans des modèles qui n'ont rien à voir. Le coût, pour Emmanuel de faire du business, n'a rien à voir avec, mon coût pour faire du business. Moi, je suis obligé d'avoir une quarantaine d'employés, pour développer, 2 produits qui, à chaque fois, vont me coûter entre 25 et 30 millions de dollars pour arriver, jusqu'aux essais chez l'homme, et après, la prochaine étape, ça sera 50 millions de dollars. Donc on est dans des masses, financières qui n'ont rien à voir. Donc moi, je n'ai pas le choix que d'aller, chercher, des fonds auprès d'investisseurs spécialisés, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds, et un modèle qui n'a rien à voir avec, celui d'Emmanuel. Mais même dans mon domaine, il y a des technologies qui sont beaucoup moins gourmandes en capitaux. Donc il faut c'est difficile de généraliser. Il faut regarder vraiment au cas par cas. C'est important, ce que vous venez de dire là, Stéphane, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes généralisent quasiment tout. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un juste milieu sur l'accompagnement? Hélène, vous allez nous dire quelques mots dessus, autant stratégique et opérationnel, parce que là, on a effectivement, une boîte déjà bien structurée, on a aussi une boîte en cours de développement. Et comment on fait pour différencier un accompagnement sur une boîte en devenir et une boîte déjà qui est bien structurée? Peut-être plus, en état de start-up, hein, quand on a quand même, 40 salariés et levé autant. Mais comment on arrive, Hélène, à gérer, l'opérationnel, sur une société comme Emmanuel et une autre comme Stéphane? Ouais, comme, Emmanuel et Stéphane le disaient, les 2 domaines d'activité sont complètement différents, et les phases de maturité sont différentes. Donc on parlait des jalons tout à l'heure et on ne va pas exiger les mêmes jalons des, mêmes sociétés
de 2 sociétés différentes, si elles sont sur des secteurs très différents. Donc ce qu'on va demander à des biotech, c'est de regarder dans les phases de développement où elles en sont. Sur une medtech, on va leur demander du TRL, on va leur demander, en fait, sur les 3 piliers qui sont clés pour une entreprise, où est le marché? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des problèmes liés à ce marché qui font que quelqu'un a envie de payer quelque chose pour résoudre ce problème? Donc c'est l'attractivité du marché. Après, c'est la désirabilité de la solution. Est-ce que la solution qui est proposée par les entreprises, va résoudre ce problème et se différencier par rapport aux autres? Donc donner un avantage concurrentiel. Donc est-ce que cette entreprise a une chance de croître dans l'avenir parce qu'elle va se différencier? Et le troisième pilier, c'est la viabilité du projet. Est-ce qu'avec mon équipe, est-ce qu'avec mon projet, est-ce qu'avec ma feuille de route, c'est viable, ça tient la route, je suis bien entourée, j'ai, le bon écosystème autour de moi, les key opinion leaders, je connais, mes concurrents et c'est ça qui va être en fait très différencié entre les entreprises et leur phase de maturité. Alors, je vais poser cette fois-ci, la question à Emmanuel Pierga, bon, qui vous aussi, alors au-delà d'être chroniqueuse chez nous, Emmanuel, bah, vous accompagnez aussi beaucoup de startups. Moi, j'ai fait une constatation pour être quasiment tous les jours sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a, des sociétés qui accompagnent les petites et moyennes structures, il y a des sociétés qui sont en voie de développement, qui commercialisent déjà des produits, je le tiens à le dire, Emmanuel, et des boîtes qui ont levé, des dizaines et des dizaines de millions. Mais aujourd'hui, on a des gens qui ont levé, on a des gens qui accompagnent, mais pourquoi autant de startups, heu, finissent, on va dire, sur le carreau au bout de 3 ans? C'est-à-dire qu'on a des structures qui financent, d'autres qui accompagnent. Emmanuel, est-ce en plus, vous aussi, vous êtes, habitué des rencontres avec les startups. Pourquoi il y en a autant? Est-ce que c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a trop de startups, on n'est pas assez sélectif ou tout simplement on va dire les start-upers, comme on les appelle, ne savent pas gérer une boîte? Parce que c'est aussi, et ça, il faut le dire, c'est important, que c'est pas facile. Je pense qu'il faut pas être aussi, radical, non. Il y a des gens qui savent d'abord gérer une boîte, ça s'apprend. Alors je voudrais juste revenir sur un chiffre, vous avez tout à fait raison, 60 des startups ne tiennent pas les 3 ans. 60, c'est énorme. Alors, on peut se poser la question, et il y a quelque chose de propre au secteur de la santé, c'est que j'ai rencontré beaucoup de start-upers qui décidaient de faire une start-up en santé sur une bulle d'émotion. On est sur un marché qui peut commencer sur d'émotionnel et l'émotion ne fait pas un business. Donc, il y a ceux qui ont la culture, et qui ont, justement, toutes les armes pour développer un business et il y a ceux qui restent sur cette bulle d'émotion et qui pensent que l'émotion va suffire à développer, un marché, un business et cetera. Ouais, ils sont trop sûrs d'eux, alors, on peut dire que beaucoup de start-upers sont trop sûrs d'eux, finalement. C'est qu'ils arrivent sur leurs grands chevaux, en disant: «Regarde, moi j'ai fait ça, c'est exceptionnel». Tout le monde est certain que son produit est le meilleur. Moi, j'en vois tous les jours dans tous les salons: «Ah, mon produit il est génial, je comprends pas pourquoi je suis pas financé». Qu Il faut leur dire quelque chose à ces gens-là. Vous, Stéphane, Ouais, non, mais, exactement, il faut leur dire quelque chose et je crois qu'il faut se poser aussi la question du projet, ab initio. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de mauvais projets. Soit la science ne tient pas, soit il y a pas de propriété intellectuelle, soit il y a pas de marché, soit elle est très mal vendue et dans un monde où un investisseur, de type de celui que vous avez évoqué, Emmanuel, reçoit probablement 2000 projets, par an, la sélection se fait extrêmement rapidement, parfois de manière superficielle, mais il faut vraiment bien se préparer, cocher toutes les cases et ne pas hésiter à s'arrêter si on pense qu'une des cases n'est pas cochée parce que ça va pas marcher. oui, si ça marche pas, pourquoi? Pourquoi, pour ne pas lister les institutions qui financent, qu'elles soient privées ou publiques, pourquoi elles financent? Si on se dit 60 des sociétés meurent au bout de 3 ans, regardez chez les financer. Regardez celles qui meurent. À mon avis, il y en a une très petite, minorité qui sont financées par des VC, hein, et par des bons VC. Je pense que dans celles qui meurent, il y a une grosse majorité qui sont financées, par de friends and family ou par de l'argent public, malheureusement et quand même avoir un bon VC à son capital en fonction du modèle, hein. Dans mon modèle, c'est quand même un signe que votre projet, il tient la route. Ne pas en avoir, ça devrait, éveiller les soupçons. Emmanuel, petite Mais réaction? ouais, mais en fait, dans celles qui meurent, est-ce que vous comptabilisez celles qui n'ont pas levé? Alors, Parce que cette fois-ci, on globalise un petit peu. ouais, non, mais parce qu'en réalité, quand, tu parlais tout à l'heure de structurer avec son équipe, recueillir des métriques et cetera, bah, parfois, il faut de l'argent pour solidifier
son dossier. Et donc, si on n'a pas de fonds, bah, en fait, on n'arrive pas à consolider. Donc, à un moment donné, c'est là où il y a beaucoup de startups qui se retrouvent, à mon sens, sans solution, avec des bons concepts. Alors, peut-être effectivement qu'il y a des start-upers qui ont un peu la grosse tête, qui pensent que leur produit est super, etc. Bon, en même temps, vaut mieux croire en son produit, j'ai envie de dire. Vous en voyez beaucoup, c'est Non, moi, j'ai croire en son plutôt produit, mais l'impression de voir plutôt des gens humbles, justement, et qui sont dans un parcours un peu du combattant. Moi, j'étais incubée chez Paris Biotech Santé, chez Willa, donc j'ai rencontré énormément de startups en biotech qui ont des. J'ai encore fait une soirée chez Neighborhood et j'ai vraiment rencontré des startups qui ont vraiment des projets en santé qui pourraient révolutionner certaines prises en charge. Mais en réalité, et peut-être que ces projets verront jamais le jour parce qu'ils n'auront pas levé. Donc ils feront peut-être partie des startups qui vont fermer, alors qu'aujourd'hui, le besoin en financement, il est hyper important. Après, oui, il y en a évidemment qui sont peut-être trop dépensés et qui ont mal dépensé leurs fonds, mais il y a aussi beaucoup il y a d'entreprises. peut-être beaucoup de ça. Vous, Hélène, qui accompagnez, est-ce que vous voyez peut-être certaines sociétés qui utilisent les fonds n'importe comment? Est-ce que ce financement-là, il est pas, il est peu contrôlé? Est-ce qu'il est trop contrôlé? Effectivement, moi, demain, je vous donne 1 million d'euros. Il est certain que ce 1 million d'euros, je vais essayer de le contrôler pour voir comment vous le dépensez. Est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait à niveau-là? Alors, il y a toujours des contrôles qui se font. A priori, justement, en regardant quel jalon l'entreprise a prévu de faire et quelle est sa feuille de route. Et ensuite, après investissement, évidemment, l'investisseur va faire partie de l'équipe et par les conseils d'administration, par une place au comité stratégique, pour regarder si les jalons sont effectivement bien franchis. Donc, c'est très important d'avoir une feuille de route claire dès le départ et de prouver qu'on atteint ces objectifs. Ou si on ne les atteint pas, avoir un plan de mitigation de risque pour se dire bah, j'ai pas réussi comme ça, mais je suis suffisamment agile et j'ai déjà anticipé si A marchait pas, comment je fais pour B. Et cette maturité, ça prend du temps aux entrepreneurs de la construire, mais c'est indispensable parce qu'une fois que le business est lancé, en fait, il faut aller très vite. Donc il faut s'appuyer sur des choses très concrètes. Beaucoup d'adaptabilité, si je crois bien. De l'agilité, de l'adaptabilité et d'écoute vis-à-vis des investisseurs. Parce que les investisseurs ont l'expérience, ils n'investissent pas que dans une entreprise, ils reçoivent énormément de dossiers, comme l'a dit Stéphane, et donc ils ont non seulement l'expérience, pardon, ils ont non seulement l'expérience de sélectionner des dossiers au départ, mais aussi de vivre avec l'entreprise toute cette période d'investissement. Et donc, il faut écouter son investisseur parce qu'il peut avoir des très bonnes idées. On parlera de toute manière, dans quelques minutes un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Je vous propose maintenant de souffler un petit peu et de tester votre culture générale. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Ouais? Sûr? Oui, des questions, bon, vous verrez, ouais, les questions un peu plus compliquées que d'autres. On enchaîne tout de suite avec notre jeu Le Verdict. Une question, plusieurs options et un seul verdict possible, à vous de trancher. Le but du jeu, répondre correctement à la question. Donc vous allez avoir une question, 4 propositions et pour se les partager, on a aujourd'hui 2 magnifiques équipes. À ma gauche, j'ai Hélène et Emmanuel et à ma droite, j'ai Emmanuel et Stéphane. Est-ce que vous êtes prêts? J'en ai trop. Ouais, sûr? OK, donc vous avez en face de vous des feuilles canson, un stylo, vous écrivez la lettre de la réponse à laquelle vous pensez que c'est la bonne. Vous la levez face caméra et après, je vous dirai la réponse. Prêt? C'est parti. Première question. Qui a fait la plus grosse levée cette année en France parmi les startups suivantes? Réponse A, Lattice Médical. Réponse B, Nabla. Réponse C, Bioptimus. Réponse D, Sequan. 10 secondes, c'est parti. Donc on a à ma droite avec Stéphane la réponse B, Nabla. On pense aussi. Et à gauche, Hélène et Emmanuel, réponse B également. Alors ici, j'ai vu, ça a été très rapide. Je vais vous poser la question parce que je vous ai vu, hein, je ne sais pas si les caméras vous verront. Comment vous avez motivé justement votre réponse B, Nabla? Pourquoi Nabla?
Est-ce que vous avez les montants en tête? Si vous l'avez pas et qu'effectivement vous J'ai pas les n'avez pas les chiffres exacts, est-ce que de ce côté-là, on a les chiffres? Oui, je les ai, mais ce n'est pas la plus grosse levée en France. La plus grosse levée a été faite par une société qui s'appelle Abivax, qui a levé 750 millions de dollars. Et Nabla a levé, je crois, 15 ou 20 millions d'euros. Alors, On est très loin. la réponse exacte, c'est Nabla a réalisé les plus importants levées de fonds parmi ces startups avec environ 65 millions levés uniquement cette année. Cette injection de capital vise à accélérer le développement de son assistant médical basé sur l'IA. Alors, on a Lattice Medical qui a levé 43 millions, Bioptimus 40 millions et Sequan à 20 millions. Ok. Voilà, un point pour les deux équipes. Nouvelle question. Quel est aujourd'hui le principal motif d'échec d'une levée de fonds en santé? Réponse A, le manque d'innovation technologique. Réponse B, un secteur jugé trop concurrentiel. Réponse C, une équipe trop jeune. Et enfin, la réponse D, un modèle économique jugé peu crédible. 20 secondes, c'est parti. Alors là, c'est rapide, hein, on est quasiment réponse D pour les deux équipes. Stéphane Emmanuel, je me tourne auprès de vous. Pourquoi la réponse D, Stéphane? Parce que c'est la plus évidente. Ce sont des modèles qui sont très compliqués et encore plus compliqués à financer dans une période de crise du financement, donc, par déduction. Hélène, Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Stéphane ou est-ce que vous avez d'autres justifications? Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs sur les modèles économiques avant, et donc c'est un critère qui est particulièrement regardé maintenant par les investisseurs. Vous avez, vous deux, la bonne réponse. Effectivement, c'était la réponse D. Alors pourquoi? Les investisseurs requièrent d'abord le modèle économique, traction, marché, crédibilité. Alors d'après, parce que bien évidemment, il faut aussi justifier les réponses. D'après le guide The Ultimate Startup Guide, 42% des startups échouent en raison d'un mauvais ajustement produit-marché que l'on appelle en anglais le product market fit. Voilà, bonne réponse de partout. On passe à la troisième question. Alors là, ça se complique un petit peu. Quel type de preuve est devenu déterminant pour convaincre un investisseur health tech en 2025? La réponse A, une étude clinique randomisée. La réponse B, un prototype fonctionnel. La réponse C, des usages réels et une adoption terrain. Et enfin, la réponse D, une projection financière à 5 ans. 20 secondes. C'est parti. On a ici réponse A au niveau d'Emmanuel et Stéphane. Et on a, du côté d'Hélène et Emmanuel aussi, la réponse C. Donc on a ici une étude clinique randomisée et par là, on a des usages réels et une adoption terrain. Eh bien, entre vous deux, on a une bonne réponse. Et la bonne réponse, malheureusement, Stéphane, c'était la réponse C. Bravo, Hélène et Emmanuel. En 2025, plus de 60% des investisseurs health tech exigent une preuve d'adoption terrain avant d'engager un seul euro. Ce qui n'est pas vraiment vrai dans la biotech. On sent. Non, ça dépend des C'est un peu secteurs. biaisé, Ça excusez-moi. dépend des secteurs, c'est vrai, c'est pas faux. Mais c'est effectivement, ça dépend du secteur. Vous avez raison, Stéphane. Mais si effectivement on prend une globalité de, Pas généralisé. faut pas généraliser, mais sur les études, effectivement l'échantillon se fait sur une masse parce que si on se met dans chaque secteur, l'échantillon aujourd'hui est peu représentatif. On passe à l'avant-dernière question. Donc là, on est à l'international. Quel pays a financé via des fonds publics un programme de recherche utilisant des singes pour tester des lunettes de réalité augmentée? La réponse A, les États-Unis. La réponse B, le Japon. La réponse C, l'Allemagne. Et la réponse D, la Corée du Sud. 20 secondes, c'est parti. Il n'y a pas qui est fait. Je sais plus quel mettre ici. Réponse C, Stéphanie Emmanuel. Réponse D, Hélène et Emmanuel. DC. Et la réponse était la réponse B. La réponse B, le Japon. Alors, Ensuite, le Japon, c'est... alors, vous pensez au Japon? Ouais, ouais. Mais j'ai lu l'Allemagne. Bah oui, bah. Mais non, on Dommage. n'a pas la correspondance de lettres. Ouais. Alors, la réponse B. Alors, le Japon, vous savez, a financé des tests de lunettes de réalité augmentée pour mesurer le stress et le comportement des primates dans des environnements stimulés. Le gouvernement japonais a investi plus de 50 millions d'euros dans des programmes AR-VR, donc c'est réalité augmentée et réalité virtuelle, donc des AR-VR comportementaux ces 5 dernières années. Vous vous rendez compte, 50 millions? Est-ce que vous pensez qu'en France, on est prêt à faire ce type d'études, ce type de financement? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est du buffet En fonds publics? Oula.
ou en fonds privés? Non. Fonds publics, vous pensez que les fonds publics sont prêts à financer ce type de projet? Bah, les fonds publics financent beaucoup, beaucoup de projets, notamment industriels, parce qu'on a un vrai sujet de réindustrialisation. Mais des projets comme ça, de très long terme, sans vraiment d'application commerciale rapide ou immédiate, je vois pas, non. Ouais. C'est ce que vous disiez, il faut des preuves terrain, hein. On ne peut pas lancer des choses comme ça. Je pense de plus en plus, on est exigeant sur ces preuves terrain, notamment sur les objets. Bon, on demandera au ministère de la Santé s'ils sont prêts à lancer ce genre de financement, en tout cas pour nous. Dernière question. Donc, pour l'instant, si on regarde les points, nous avons du côté d'Hélène et Emmanuel 3 points, et du côté de Stéphane et Emmanuel 2 points. Très serré. Attention, cette question est décisive. Dernière question. En 2024, l'une des levées les plus surprenantes concernait un dispositif de santé pour une espèce marine. Mais pour laquelle? Réponse A, les tortues marines. La réponse B, les poulpes. C, les méduses. Et la réponse D, les hippocampes. 20 secondes, c'est parti. Allez, plus que quelques secondes pour répondre. On a du côté de Stéphane et Emmanuel la réponse A, donc les tortues marines. Je sens que Stéphane, vous étiez assez persuadé de votre réponse. Emmanuel et Hélène, on a la réponse C. La réponse C, je rappelle, la réponse C, je rappelle, ce sont les méduses. La bonne réponse, et là, vous me mettez une belle épine dans le pied, on va devoir vous partager. Parce que la réponse était la réponse A, les tortues marines. Alors, bravo Stéphane et Emmanuel. Alors, les tortues marines. La réponse A, pourquoi? C'était un projet soutenu par plusieurs fonds à impact pour développer des capteurs miniaturisés pour suivre la santé des tortues et analyser les micropolluants. Donc, on appelle ça, ces projets, on les appelle les Ocean Health, qui ont capté plus de 120 millions de financements cumulés à travers la planète. Super. 120 millions. Donc, d'un côté, on a 50 millions pour les ARVR. Et là, on est sur quelque chose effectivement de plus écologique, qui soutient justement l'espèce. 120 millions de financement cumulé, non, ça fait beaucoup quand même. Mais sur un beau projet, en tout cas. Bon, pas le vainqueur aujourd'hui, ça montre quand même une belle complémentarité pour l'équipe de Stéphane et Emmanuel et l'équipe d'Hélène et Emmanuel. Alors, c'est beaucoup d'Emmanuel quand même dans cette... Voilà, c'est ça. En plus, alors, Hélène aussi, on a Hélène Cyr qui nous a fait le plaisir effectivement de nous mettre à disposition ce magnifique lieu. Voilà. Égalité, belle complémentarité, donc bravo à tous pour avoir joué le jeu. Sur l'émission précédente aussi, on se rend compte que c'est toujours difficile de répondre à des questions, surtout quand on est sur des questions parfois assez larges. On reste ensemble dans Blues et Blazer et c'est maintenant l'heure du bulletin d'actualité avec Emmanuel Pierga, l'info sous perfusion. Bon, Emmanuel, quelles sont les nouveautés du jour ou de la semaine ou du mois? Voilà, les dernières actualités. Alors, on est toujours en lien avec le sujet des levées, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des levées de fonds en 2025? Alors, le premier constat, c'est que les levées sont plus petites, mais aussi plus stratégiques. Quelques exemples, dans le secteur de la medtech qui s'est imposé comme le plus dynamique, avec plusieurs, ce qu'on appelle tours significatifs. Donc, parmi eux, il y a Damae Medical, spécialisé dans l'imagerie dermatologique non invasive, qui a levé 6 millions d'euros pour accélérer le déploiement de sa technologie dans les cabinets dermatologiques. La dermatologie, en ce moment, est vraiment un secteur qui va être un sujet pour l'innovation. C'est vrai que sur ça, Emmanuel, c'est vrai qu'on avait vu quand même pas mal de choses sur le sujet de la dermatologie. Effectivement, entre les IA, on en parle beaucoup, notamment lors des JDP. Tout à fait. Il y a une très belle start-up également qui s'appelle UVI, qui fait l'orientation diagnostique. Et on voit qu'en dermatologie, ça bouge pas mal. C'est vrai. Une autre levée, donc InArt, qui développe des jumeaux numériques du cœur pour planifier des interventions d'arythmie, a annoncé une levée de 4 millions d'euros pour renforcer son outil auprès des cardiologues européens. Et enfin, du côté du Digital Health, MikaCare, qui propose un accompagnement personnalisé pour les douleurs chroniques, a bouclé 3 millions d'euros.
Donc c'est, somme toute des montants, raisonnables. Il y en a un aussi parce que j'ai une tendresse particulière pour elle, pour sa CEO, c'est Émilie Mercadal pour Rothschild qui a, fait une levée de 10 millions d'euros cette année et Émilie a beaucoup de mérite, dans, l'époque, que l'on vit actuellement. Donc, globalement, il y a aussi, et on en a parlé avec Emmanuel Souffir, les usages grand public en 2025 qui marquent la montée des solutions diagnostiques à domicile. Plusieurs startups qui ont été financées, ils ont été financés sur des tests connectés pour dépister une infection ou suivre un traitement sans passer par le laboratoire, des outils d'imagerie portable de la taille d'un smartphone déjà utilisés dans certaines régions sous-dotées, ou encore des programmes de rééducation personnalisés basés sur des capteurs de mouvement. Donc, dans cet univers, Megacare, financé en 2025, fait figure de cas d'école. Son application accompagne les patients souffrant des douleurs chroniques grâce à un suivi continu, des exercices personnalisés et une analyse fine des symptômes. Un exemple concret de ce que la santé numérique peut apporter à l'hôpital et aux soins à domicile qui va se développer. Si on doit résumer l'année 2025 en termes de levée, donc il y a moins de méga levées, mais plus de solutions matures, prêtes à être utilisées aujourd'hui et pas dans 10 ans. Preuve s'il en est que la France et l'Europe n'ont peut-être pas battu des records en 2025, mais elles ont investi dans des technologies qui soignent vraiment. Là, on rentre véritablement dans l'ère du concret, qui simplifie le travail des soignants et qui rapproche les soins à domicile. C'est peut-être ça le vrai tournant de 2025, des solutions digitales en santé qui rentrent dans le parcours de soins, les pratiques médicales et surtout la vie des patients. Merci Emmanuel pour ce bulletin d'actualité et l'information sous perfusion. On enchaîne maintenant sur la dernière partie de cette émission, le pronostic. Pour cette dernière partie, on va prendre un petit peu de hauteur. Après avoir parlé effectivement du climat et des mécanismes du financement, on va regarder ce qui fonctionne vraiment, quel domaine avance malgré tout et surtout ce qui fait aujourd'hui la réussite d'une start-up en santé. Je vais avoir une question générale, je vais vous donner la parole tour à tour et on va pouvoir effectivement échanger, débattre, être en accord, être en désaccord, etc. Alors la question du jour, quelle est-elle? Dans les prochaines années, quelles seront les vraies conditions de réussite pour une start-up en santé? Emmanuel, je commence par vous. Oh, ça, la question. Les conditions de réussite, je dirais l'adhésion générale et des professionnels et des patientes qui sont les premières concernées. Euh, Est-ce que c'est prendre peut-être un petit peu plus en considération le patient, justement, la parole des soignants? Est-ce qu'effectivement, il faut aussi prendre connaissance et conscience que lever des fonds et avoir un financement, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile, selon le secteur? Oui, bien sûr. Là, je suis totalement nulle sur cette question. Je pense qu'il faut passer le tour parce que Alors c'est peut-être qu'il y a peut-être aussi une question de preuve visale, une traction terrain, peut-être? C'est-à-dire, est-ce que l'usage réel pèse plus que la promesse? bien sûr, oui, oui. Ce que les investisseurs cherchent, c'est du concret avant tout. Donc, à partir du moment où on a du soutien du corps médical, je pense qu'on a vraiment déjà fait le plus gros du travail. C'est Et Hélène, alors justement, même question, hein, quelles sont les vraies conditions de réussite? Est-ce que c'est effectivement, trouver des nouveaux moyens d'accompagnement en prenant en compte effectivement, l'écosystème dans lequel on se développe, qu'elle soit, biotech, medtech, effectivement, start-up sur, la partie bien-être? Un point clé, sur lequel on va réfléchir avec les porteurs de projets, en général, c'est qui paye? À la fin, pour la solution que vous proposez, qui va financer, quoi? Et est-ce que vous allez, par exemple, viser les remboursements? Si oui, sous quel délai? Sur quels critères? Quelles sont les preuves que vous allez utiliser pour faire ça? Quels comparables vous avez dans les pays que vous visez? Parce que c'est clé, évidemment, pour, le business. Une société vit par son chiffre d'affaires et pas par ses financements ou ses subventions ou ses prêts au départ. Elle doit vivre par son chiffre d'affaires. Donc qui paye votre solution? OK. Et
Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça peut changer pour un fondateur demain? Parce qu'on parle de chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on dit souvent: «Lever, lever, lever, lever». Mais si demain, on ne peut plus lever, si demain, on n'a plus d'argent de l'État, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est effectivement là où effectivement l'état d'esprit d'Emmanuel entre en jeu. Parce qu'à un moment ou à un autre, on peut pas l'argent sort de quelque part, forcément. Ouais. Donc si demain, imaginons peut-être, et j'espère que ce ne sera pas le cas, on arrête complètement les levées, plus qu'aucune société privée ou publique propose et finance des solutions et qu'on marche effectivement plus sur, on va dire, ce que j'appelle aujourd'hui le network money, plutôt qu'effectivement d'aller, construire des dossiers très chronophages et cetera. Qu'est-ce qui se passerait, Hélène? Bah, si à un moment donné, on n'a plus de fonds d'investissement parce qu'ils sont embolisés, par exemple, avec tous les investissements qu'ils ont faits et dont ils n'arrivent pas à sortir, donc ils n'arrivent pas à dégager de l'argent pour leurs nouveaux investissements. Un partenaire financier qui peut être intéressant, ce sont les entreprises dites les corporates, donc les grandes entreprises qui peuvent acquérir ou financer ou faire des partenariats avec les entreprises plus jeunes pour les aider à croître parce qu'elles croient dans le projet. Mais là encore, c'est parce qu'il y a une entreprise qui, à un moment donné, dit: «Oui, moi, je pense que ce projet va trouver va trouver son modèle économique et la solution proposée va être finançable, par les clients finaux». Stéphane, une petite réaction? Par rapport à ça, Oui. non, pas nécessairement, mais par rapport à votre question sur ce qui va faire la différence dans les prochaines années, et encore une fois, il ne faut pas généraliser, ça dépend des domaines, mais dans le domaine de ce qu'on appelle le drug development, dans le domaine de la biotech, qui est mon domaine, très clairement, l'intégration de l'intelligence artificielle et du machine learning va être quasi obligatoire. Obligatoire pour le diagnostic, meilleur diagnostic, pré-traitement, obligatoire pour la sélection des patients et éviter de traiter des patients qui n'ont aucune chance de répondre à un traitement. Et puis enfin, obligatoire dans l'évaluation clinique des thérapeutiques. Donc là, c'est une révolution qui a commencé il y a 2-3 ans et qu'on voit évoluer à une vitesse ultra rapide. Et si on n'intègre pas dans son modèle économique dans le futur, on va perdre. Donc, de votre côté, c'est l'IA. Hélène, de votre côté, qu'est-ce qui si on doit, effectivement mettre en avant un outil qui permet, aux startups de petite, moyenne et grande taille de continuer un développement, si demain vous devez créer un outil, vous avez en connaissance un outil, ça serait lequel? Sacrée question, hein. Là, on avait l'IA qui est arrivée spontanément, effectivement, il y a cette mouvance à prendre en compte. Est-ce qu'on a aussi, peut-être de la prestation Donc, intellectuelle? l'IA est certainement clé parce qu'elle révolutionne en fait les usages, hein, aussi bien côté patient, soignant et développement. Hum, Et elle doit servir une feuille de route. Donc, je pense que ce qui est clé aussi, c'est de l'incorporer dans sa feuille de route et sa feuille de développement et se dire l'IA, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Où je vais gagner? Où je vais me différencier par rapport à mes concurrents? Et ça se planifie. Et je vais, terminer par les 2 Emmanuel. Emmanuel, si aujourd'hui vous avez besoin de quelque chose pour avancer, est-ce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin, d'outils, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour passer un nouveau cap, chez Pelveniti? Alors moi, personnellement, ce dont j'ai besoin, j'ai besoin que les femmes libèrent aussi la parole. Parce que, les problématiques qu'on solutionne sont souvent des problématiques tabous, invisibles. Donc on va avoir tendance à sous-estimer et le commun des mortels a tendance à sous-estimer, encore plus aussi les hommes qui sont souvent qui sont la majorité des investisseurs. Donc j'aimerais bien qu'il y ait, voilà, plus de femmes qui osent, parler, plus de soignants qui, prennent en considération certaines douleurs et cetera pour, pour, consolider encore plus le besoin. Et moi, j'ai fait le choix effectivement, donc d'arrêter, pas chercher de fonds et de pas faire de roadshow, de pitch et cetera, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais le peu que j'ai fait, en fait, ça m'a pris beaucoup de temps et aujourd'hui, comme je suis toute seule, je me suis dit: «Voilà, il va falloir que je me concentre». Mon temps est très précieux, donc aujourd'hui, je préfère, tout miser sur, faire connaître, la compression de cette zone, ce concept, en fait, qui n'avait jamais été, utilisé auparavant sur cette zone spécifique du corps. Donc mon énergie aujourd'hui maintenant, elle est, sur le développement du produit, sa commercialisation à l'international, de continuer à avoir des médecins. Les médecins accueillent vraiment très bien la solution, donc
Donc ça, c'est chouette. J'en ai même qui veulent investir encore. Donc là, je vais prendre leur argent, bien sûr. Je ne vais pas dire non. Mais en fait, je ne suis pas dans cette démarche d'aller chercher construire des trop dossiers. chronophage Ouais. pour moi. Ouais. Un état d'esprit, moi, que j'aime beaucoup personnellement. Parce que, voilà, pour les téléspectateurs, pas mal de points communs sur une question de réflexion. Bien évidemment, je pense que les levées de fonds aujourd'hui sont extrêmement importantes pour la plupart des sociétés. Mais aussi, vous avez le mérite d'exister, en tout cas dans notre écosystème, Emmanuel. Sachez-le. Merci. Emmanuel. Deuxième. La deuxième, le mot de l'instant. Mais oui, alors Ouais. pour ceux qui nous regardent, Emmanuel, on se connaît depuis un petit moment maintenant et elle tient à cœur aussi de suivre ces startups en santé, peu importe le domaine d'activité. Emmanuel, un petit mot de la fin sur la question de l'outil. Est-ce que vous êtes d'accord avec Stéphane sur l'IA, sur ce que vient de dire Emmanuel et Hélène? Alors, je suis d'accord sur tout. Donc, Ouais. là-dessus, je vais contredire personne. En revanche, il y a quelque chose de très important. Moi, effectivement, je rencontre pas mal de startups. Il y a 2 invariants pour qu'une start-up réussisse. Il y a effectivement la question, on en a parlé, mais je réinsiste dessus, la question du modèle économique. Ça doit générer de la richesse, hein, une entreprise. Donc, si ça n'en génère pas, c'est un problème. Et le deuxième élément très important sur lequel, à mon avis, on n'a pas assez insisté, c'est la dimension humaine. Ce qui fait la réussite d'une entreprise, avant tout, ce sont les hommes et les femmes, bien évidemment. Les hommes avec un grand H. Ah voilà, les hommes, l'humanité, quoi. Cochette, Les hommes avec drôle un de grand mot. H, mais je précise quand même les femmes et les hommes d'une entreprise, parce que c'est ça qui va faire qu'une entreprise se développe, réussisse et progresse à l'intérieur d'une économie. Stéphane, Hélène, Emmanuel, Emmanuel 2, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour cette deuxième émission de Blues et Blazer. Merci également à toute l'équipe de Partners by Servier Biolabs. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, une levée de fonds n'a de sens que si elle accélère réellement la capacité d'une startup à améliorer le soin, à soutenir les équipes et à répondre aux besoins du terrain. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à très vite.